nous, on est la dernière présentation de l'après-midi. Du coup, on va parler d'évaluation des zones soumises au risque d'érosion dans le parc naturel des Cévennes, avec une petite spécificité, c'est que en plus des commanditaires communs à l'ensemble des groupes, on a deux commanditaires qui sont propres à notre travail, que sont le PTB des Gardons et le Pays des Cévennes. Donc, petit rappel du contexte, on l'a déjà fait en intro, mais ça fera pas de mal de le rappeler. On a eu au XVIIIe siècle des très grosses opérations de plantation RTM dans les Cévennes. Et donc, les Cévennes, à partir de ce moment-là, deviennent un territoire à dominante forestière. Mais il ne faut pas oublier que du coup, cette forêt, elle a été plantée pour une fonction de protection contre les risques érosifs. Et aujourd'hui, ces peuplements qui ont été plantés pour de la RTM ont une pérennité qui interroge dans un contexte de réchauffement climatique qui peut provoquer du dépérissement et d'événements climatiques qui sont susceptibles d'augmenter le risque d'érosion. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a plus de forêt domaniale RTM au sens administratif du terme et donc plus de financement pour avoir une sylviculture adaptée à la gestion du risque érosif dans ces forêts de manière spécifique. Petit rappel, je pense que tout le monde se souvient des événements qu'il y a eu en vallée de la Vésubie en 2020. On a eu 1,5 milliard d'euros d'argent public en termes de dégâts, avec beaucoup de victimes et des villages dévastés. Et donc, on ne veut pas avoir de telles catastrophes dans les Cévennes, sachant qu'on est dans un territoire qui pourrait s'y prêter avec des épisodes cévenols, d'où l'importance de se préoccuper de la gestion du risque érosif. Donc, on va s'intéresser à plusieurs problématiques dans cette présentation. Donc, on a essayé de déterminer les zones touchées par l'érosion dans le parc des Cévennes et à quelle ampleur ces zones sont touchées par l'érosion. On s'est interrogé sur le rôle que joue la forêt dans la gestion du risque érosif, l'évolution potentielle des phénomènes érosifs dans le futur avec les changements climatiques, avec d'un côté des précipitations qui vont être amenées à évoluer, donc un risque érosif qui va être amené à évoluer, mais en plus une potentielle évolution de la fonction de protection de la forêt avec des dépérissements éventuels dans les Cévennes. Et enfin, on s'est interrogé sur du coup comment maintenir la fonction de protection de peuplements forestiers dépérissants. Alors, pour répondre à ces problématiques, la stratégie qu'on a retenue est la suivante. Donc, dans un premier temps, on a utilisé un modèle, le modèle USLE, pour avoir une cartographie prédictive des zones qui sont potentiellement soumises à l'érosion. De ça, on obtient une cartographie. La deuxième étape, c'est toujours d'un point de vue purement théorique, se demander comment le changement climatique peut impacter cette cartographie. Parce qu'il y avait des zones qui actuellement ne sont pas du tout soumises à l'érosion et elles pourraient le devenir à cause du changement climatique. Donc ça, c'est la première phase du raisonnement qui est purement théorique. Et puis après, il faut la valider sur le terrain. Donc, deuxième phase qui est sur le terrain, où on va dans les zones qui ont été identifiées par la cartographie pour vérifier s'il y a bel et bien de l'érosion ou non. Et quatrième étape, si jamais on se rend compte qu'il y a vraiment de l'érosion, qu'est-ce qu'on fait pour gérer le milieu? Donc là, il y aura les préconisations. Alors après 3 heures de présentation, je vais pas développer complètement le modèle en détail parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc je vais faire un petit inventaire assez général des différents paramètres avec les idées assez générales. Donc le but du modèle USLE, c'est d'utiliser l'équation universelle des pertes en terre, c'est-à-dire de calculer la perte en terre moyenne annuelle. Donc en fait, c'est un calcul en tonnes par hectare et par an. Et donc, ça repose sur 4 facteurs qui sont a priori les 4 facteurs les plus influents dans le phénomène d'érosion de nappe. Donc, nous, on a modélisé l'érosion qui est liée à la pluviométrie. Donc, le premier facteur, c'est le facteur de longueur et d'inclinaison de la pente, donc un facteur purement topographique. Le deuxième, c'est un facteur de pluie. Évidemment, plus il pleut en intensité et en quantité, et plus ça s'érode. Le troisième facteur, un facteur d'érodibilité du sol, donc ça qui dépend de la texture, est-ce que le sol est fragile ou non. Et puis un quatrième facteur, le facteur lié à l'occupation du sol, est-ce qu'on a un couvert végétal ou non. En sachant que donc on va commencer par d'abord étudier le massif des Cévennes, enfin le parc des Cévennes, en omettant la forêt, pour ensuite voir si la forêt, elle sert à quelque chose ou pas. C'est ça un peu la vraie question. Alors, si on s'intéresse aux paramètres topographiques, LS, donc pour rappel, on prend en compte la pente et la longueur de pente. Alors là, on m'a interdit de vous montrer la jolie équation, mais du coup, l'idée générale, c'est de se placer quelque part dans le bassin versant et de faire un bilan de sédiments, c'est-à-dire regarder ce que l'amont est capable de déverser en un point et ce que l'aval est capable d'accueillir, ce qui serait déversé par ce même point.
Et donc, on fait le bilan entre ce qui arrive et ce qui part, et c'est un peu ça notre érosion. Donc, ça nous fait un facteur topographique. On voit qu'il est particulièrement élevé. Donc, sur la carte, c'est là où c'est enfoncé. Hein. Donc, il est particulièrement élevé dans les gorges du Tarn. Donc, là, on s'y attendait. Il y a des falaises, c'est pentu, donc ça va s'éroder. Et puis, il est particulièrement élevé autour du mont Égual ou à l'est du mont Lozère. Là aussi, on a des pentes importantes et longues. Donc, là-dessus, rien de surprenant. Pour le deuxième paramètre, donc l'indice de précipitation. Donc, comme je l'ai dit au début, nous, ce qui nous intéresse, c'est à la fois de mesurer, ou en tout cas de percevoir la quantité d'eau qui tombe et l'intensité avec laquelle l'eau tombe. Donc, pour ça, on a retenu l'indice d'Arnoldus. C'est la seule équation que vous verrez, à mon plus grand regret. Et donc, c'est la somme de la pluviométrie de chaque mois au carré divisé par la pluviométrie totale. Et donc, ça a le double avantage que quand la pluviométrie totale augmente, eh ben, cet indice augmente. Et quand l'hétérogénéité de pluviométrie entre chaque mois augmente, eh bien, cet indice augmente aussi. Donc, la limite, évidemment, c'est qu'on veut mesurer deux phénomènes, quantité et intensité, dans un seul indice. Donc, on a nécessairement une perte d'informations. Si on regarde ce que vaut cet indice sur le parc des Cévennes, on voit que il est surtout important autour du mont Égual et à l'est du mont Lozère. Troisième paramètre, paramètre de texture. Donc ça, on a utilisé les données de Roman Dobarco, qui sont des données modélisées à un pas de 90 mètres. Ça, c'est un petit peu le point noir de notre modèle, puisque en termes de données, c'est pas forcément très satisfaisant. On aura l'occasion d'y revenir, mais si on veut améliorer le modèle, il faudrait peut-être améliorer ces données de texture sur l'échelle du parc. Et donc, à chaque texture, associer un facteur K qui dépend de la sensibilité du sol à l'érosion. Donc, si on presse sur ces trois paramètres, on peut avoir une première carte du risque potentiel d'érosion. Donc là encore, c'est pas un risque avéré, c'est un risque potentiel probabilisé. Qui ne prend pas en compte donc les forêts. Donc si là le massif des Cévennes, le parc des Cévennes perdait toutes ses forêts, on aurait ça, c'est-à-dire 54% du territoire qui serait soumis à un risque élevé ou grave. Ce serait un petit peu la catastrophe, quoi. Donc ce serait la vallée de la Vésubie partout. Donc ce n'est absolument pas satisfaisant et donc on ne pourrait pas faire des coupes rases partout. Donc bien sûr, il y a des forêts dans le parc des Cévennes. Et donc là, on a introduit le facteur de paramètre d'occupation des sols. Donc c'est un facteur qui est empirique, statistique, pris. Donc là, ici, c'est en Europe. Et donc typiquement, on voit que le coefficient pour la forêt est 10 fois plus faible que le coefficient pour les landes. C'est assez intuitif, hein, la forêt protège mieux de l'érosion que les landes. Et donc si on regarde la cartographie qu'on obtient pour le parc actuel, là on est un peu rassuré, on voit qu'il y a quand même 95% du parc qui est en risque très faible. Il y a quand même 0,5% de la superficie du parc qui est en risque élevé ou grave. Alors la question c'est, est-ce que c'est beaucoup 0,5%? C'est quand même 2400 hectares. Donc après, il faut voir comment ça se répartit. C'est assez naturel qu'il y ait de l'érosion près des cours d'eau, ça les alimente. C'est ça qui, c'est un processus tout à fait naturel. Maintenant, si on regarde un petit peu au nord de Florac ou au sud du parc, en dessous du Vigan, on voit des zones où on a une forte concentration de zones à forte probabilité d'érosion. Et donc peut-être qu'il faudrait y jeter un œil parce qu'il peut s'y passer des choses pas forcément très satisfaisantes. Donc par exemple, à dire d'experts, il y aurait de l'érosion au sud de Saint-André de Valborgne. Donc c'est ce qu'on a fait là, on a zoomé. Et on voit en effet qu'il y a des versants qui sont particulièrement soumis à l'érosion. Et donc, ça vaudrait particulièrement le coup de s'y rendre pour voir s'il y a de l'érosion ou non. En termes de statistiques, pour savoir si le couvert forestier aide ou pas, on va y revenir dans la deuxième partie, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est on a une cartographie du risque potentiel d'érosion à l'heure actuelle. Et la question, c'est comment le changement climatique peut modifier cette carte? Est-ce que ça s'aggrave ou pas? Donc, on a identifié deux potentiels principaux facteurs d'évolution du risque érosif dans le futur, que sont l'évolution des précipitations, les précipitations étant la seule entrée climatique dans notre modèle, et d'autre part, l'évolution du couvert dû à un potentiel dépérissement des peuplements forestiers. Donc, pour le facteur précipitation, donc on a ici l'indice d'Arnoldus. Donc, pour rappel, c'est l'indice qui mesure l'intensité des précipitations. On a rappelé à gauche l'indice d'Arnoldus actuel sur le parc des Cévennes et on l'a modélisé dans le futur à partir du scénario socio-économique SSP 370 parce que c'est celui qui est le plus proche de la trajectoire adaptation climat sur la période 2025-2050 et d'après trois modèles, donc j'ai FDL, IPSL et MRI. Ces trois modèles, ils convergent vers une augmentation claire et nette de l'indice d'Arnoldus sur les Cévennes durant la période de 2025-2050.
Cela dit, lorsqu'on fait tourner le modèle avec ces valeurs-là d'indice d'Arnoldus, le modèle évolue assez peu. Donc en fait, le risque d'érosion ne va pas tant à être amené à augmenter dans le futur par une évolution des précipitations. Par contre, on a fait l'hypothèse d'un autre côté que le risque érosif allait pouvoir évoluer en fonction de l'évolution du couvert. Et donc, je laisse la parole à Maude pour parler de ça. Merci Timothée. Donc oui, le deuxième facteur qu'on a voulu vous présenter pour pronostiquer le risque, donc c'est le couvert végétal. Donc au niveau de la méthode, on est reparti donc de la carte de modélisation du risque potentiel d'érosion sans prendre en compte le couvert végétal. Donc c'est le petit encart que vous pouvez voir en haut à gauche de la diapositive. Et donc à partir de cette carte, on a regardé quelle formation végétale est présente sur les zones où le risque potentiel d'érosion est considéré comme élevé ou grave. Donc, c'est ce qui est présenté sur le camembert que vous voyez à votre gauche. Donc, on peut voir que sur ces zones-là, la majorité des formations végétales, environ 90%, c'est de la forêt fermée qu'on peut supposer être donc les forêts héritées de l'ancien programme RTM qui a été mis en place dans les Cévennes. Si on regarde un petit peu plus en détail et qu'on voit en fait les espèces qui sont les essences qui sont présentes sur cette formation végétale, on peut voir que un tiers des essences qui sont utilisées est du châtaignier. Or, on sait d'après la littérature et certains travaux que le groupe de dépérissement a effectué que le châtaignier est une essence qui qui résiste très mal au changement climatique et qui donc, à cause du dépérissement sur le châtaignier, sa fonction de protection des sols dans le futur ne sera plus en mesure d'être réalisée. Donc là, on vous a présenté un petit peu dans cette première partie une modélisation d'une carte du risque potentiel d'érosion. Or, un travail de terrain est essentiel pour pouvoir compléter en fait cette modélisation afin de passer d'un risque potentiel d'érosion à un risque d'érosion avéré. Donc c'est ce qui a été mis en place dans un second temps par une clé de détermination qui permet de caractériser 3 modalités. Donc, la première modalité de cette clé de détermination va être de déterminer donc le risque érosif avéré. Donc, grâce à la carte de risque potentiel érosif, ça nous permet d'aller sur le terrain sur les zones qui ont un risque grave ou élevé et donc de déterminer son risque érosif avéré avec 3 paramètres. Donc, la pente qui peut être prise sur le terrain, l'érosivité qui donc va être exprimé dans notre formule par l'indice d'Arnoldus, dont la formule a été remise sur la diapositive, mais que Timothée et Mathis vous a parlé. Donc cette donnée-là, ça va être une donnée qui va plutôt être déterminée grâce à une couche, grâce à des données déjà récoltées. Et l'érodabilité, donc ça va être un paramètre qui va être exprimé par 3 variables prises sur le terrain, donc le pourcentage d'éléments grossiers, la profondeur du sol, ainsi que sa texture. Et donc ce calcul va nous permettre à la fin d'évaluer le risque érosif avéré, faible, moyen ou élevé. Et dans un second temps, en fait, cette clé de détermination, après avoir déterminé donc le risque érosif, va nous permettre également d'évaluer un petit peu la santé des peuplements qui sont présents sur ces zones, la pérennité des peuplements. Donc, cette clé de détermination va nous permettre d'évaluer l'évolution présumée des forêts en prenant comme paramètre la pente, l'exposition, la densité ou la régénération des peuplements et également la résistance des peuplements. Et en fait, ça va nous permettre de déterminer dans le futur si notre peuplement est stable, on va rester sur un milieu forestier. Or, si notre peuplement est instable sur ces zones-là, on va avoir une ouverture des milieux forestiers sur des landes, pelouses ou sols nus. Et notre clé de détermination, elle nous permet également de déterminer la résistance des peuplements aux aléas naturels, donc avec des facteurs pris sur le terrain tels que l'âge de notre peuplement, l'état sanitaire avec donc le dépérissement, le mélange du peuplement présent, sa structure régulière ou irrégulière, et également le rapport de la hauteur dominante sur le diamètre moyen de la surface terrière.
Et donc, en fait, tous ces paramètres-là de notre clé de détermination ainsi que notre modèle prédictif nous permet de déterminer donc, les zones à risque, de voir sur le terrain d'avérer le risque ou non. Et grâce à l'état de santé, la pérennité des peuplements, nous permet de proposer certaines préconisations générales sur ce qui doit être fait dans le parc des Cévennes que Timothée va vous présenter. Voilà, donc oui, comme a dit Maud, une fois qu'on a, qu'on a déterminé des zones dans lesquelles le risque est important et où le peuplement est potentiellement dépérissant, eh ben, on va pouvoir mettre en place certaines actions sylvicoles afin de maintenir le peuplement en place pour maintenir sa fonction de protection. Donc les préconisations qu'on va faire là, elles sont très larges et elles devront de toute façon être adaptées bien évidemment au contexte, au contexte en place. Donc on a deux points de départ qui vont être de maintenir le couvert végétal supérieur à 70%. Ça, c'est un seuil qu'on a pas mal retrouvé dans la bibliographie. Donc, à partir de 70% de couvert végétal, c'est là qu'on a une bonne protection contre l'érosion. Et favoriser une typologie de forêt présentant plusieurs strates. Ces deux points, ils vont être rendus possibles par une sylviculture à couvert continu. Donc, on va pouvoir imaginer d'irrégulariser les peuplements à fonction de protection là où on a de forts enjeux. Et évidemment, dans tous les cas, éviter les coupes rases, bon, sauf contexte spécifique qui nécessite des coupes rases parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais voilà, l'éviter au maximum. Et en parallèle de ça, on va essayer de limiter le dépérissement et en augmentant la résistance et la résilience des peuplements. Et ça, on va pouvoir le faire en ouvrant progressivement les peuplements pour favoriser la régénération et en favorisant le mélange. On a cité la problématique des peuplements monospécifiques de châtaigniers, dans lesquels favoriser le mélange, ça va passer par des plantations d'enrichissement. On ne va pas pouvoir favoriser un mélange si on n'a que des châtaigniers en place en état initial. Et enfin, la fonction première de ces forêts étant, puisqu'on a certaines forêts qui ont comme fonction première la protection, il faut se rappeler que certaines forêts ont été des forêts RTM avant et qu'elles ont été plantées dans un premier objectif qui est la protection contre l'érosion et non pas la production de bois. Et donc, c'est des éléments qu'il faudrait inclure dans les documents de gestion, notamment les chartes forestières, pour pouvoir mieux le prendre en compte. Donc pour conclure, le parc des Cévennes, c'est une zone qui est soumise à d'importants phénomènes érosifs dans lequel le couvert forestier joue un rôle très important d'atténuation du risque. Ce risque, il va pouvoir être amené à évoluer sous l'effet du dépérissement forestier dans un contexte de changement climatique, mais une sylviculture adaptée peut permettre de maintenir la fonction de protection de ces peuplements dans un cadre de réchauffement climatique. Et donc la petite ligne qui est en dessous, c'est ce que je viens de dire, c'est important de prendre en compte la fonction de protection des peuplements dans les documents de gestion. Voilà, merci de votre attention et maintenant on écoute vos questions. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous venez de nous dire sur l'érosion. Mais en fait, quand on regarde comment nos ancêtres ont géré ce territoire, évidemment, dans les pentes, ils ont fait les terrasses, les faïs. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut faire les terrasses en châtaignier. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi. Et on n'a pas d'érosion si on travaille bien. Donc, la sylviculture, c'est un rôle très important. Mais vous dites que les arbres et la forêt permettent d'éviter l'érosion, mais ils permettent aussi autre chose en même temps que je trouve très important et que je voudrais relever, c'est aussi de garder l'eau, de favoriser la rétention de l'eau. Donc, pour moi, c'est une chose essentielle. Merci. Le micro est allumé, je me permets de rebondir aussi avec quelques... Il y a un petit truc qui me frustre, j'ai vraiment apprécié la présentation. Juste, vous présentez la méthode, vous présentez les trucs, après vous présentez le risque, le terrain, et on reste un peu sur notre fin, sur une carte sur les résultats du terrain, par exemple. Et voilà, donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez faire ou que vous n'avez pas eu le temps de faire ou juste que la méthode ne permettait pas de conclure là-dessus. Est-ce que vous parlez de la clé de détermination sur le terrain?
Mais disons que vous avez présenté le modèle, tout ce qui est issu du modèle, et puis après vous avez évoqué le pronostic du risque et le travail que vous avez fait sur le terrain en appliquant la clé de détermination, si j'ai bien compris. Mais c'est vrai que du coup, c'est comme si il manquait une partie résultat, mais je sais pas si peut-être juste j'ai pas tout compris. En fait, c'est pas une phase de terrain qu'on a mis en œuvre nous, c'est quelque chose qu'on propose de faire. Ok. Voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a une cartographie qui permet d'identifier des zones à risque et on préconise d'aller dans ces zones à risque avec cette clé de détermination, voir à quel point ces zones sont à risque et voir l'état du peuplement qu'il y a dessus. Voilà. Ok, donc c'est quelque chose que j'avais pas entendu ça. Juste, et du coup, j'avais moi deux petites remarques. Alors un truc vraiment un détail, c'est quand vous parlez de la forêt qui est issue de RTM. C'est pas que, j'imagine que vous le savez, mais c'est pas que ça. Il y a eu certes la RTM qui a d'ailleurs été mis en place parce que on sait pourquoi en lien avec cette érosion. Mais il y a eu une deuxième vague aussi de reforestation, on va dire, avec le FFN et la déprise agricole un peu tout au long du XXe siècle. Donc c'est aussi si le couvert forestier aujourd'hui de 70% et de 90% dans les zones soumises à fort risque d'érosion, c'est pas que le RTM, c'est aussi toute cette seconde vague. Voilà. Notamment dans toute la partie dans les vallées sévennales, il n'y a pas eu tant que ça de RTM à part sur Fontmort et le Bougès. Voilà. Et après, moi, c'est juste un peu un petit cas particulier, mais je me pose toujours la question de dire, ok, si la forêt dépérit, quid de la suite c'est que la nature a horreur de vide. Alors c'est pas parce que la forêt dépérit qu'il y aura pas quelque chose qui se régénère en dessous, même si c'est pas de la forêt de production avec les mêmes essences, avec des essences qui vont tenir jusqu'à l'arbre adulte mais qui vont dépérir vite. Il y a quand même une dynamique qui risque de se mettre en place. Et je pense aussi au cas particulier du châtaignier, qui est dépérissant partout, dont l'avenir est plus que compromis, mais qui meurt sans mourir. C'est-à-dire que même si les arbres sont tous dépérissants, les souches restent en place, ça rejette. Et donc, il y a un moment où ça finira par être irréversible, mais c'est vrai que des fois, on se dit que quand bien même le châtaignier est dépérissant à beaucoup d'endroits, il continue de jouer son rôle de protection tant qu'il n'est pas complètement mort. Voilà, ça c'est un peu des éléments de réflexion que je balance en vrac. Dans la réveillée française, tu as le Versailles, les châtaigniers tombent, et là, on voit des départs déroulés. On n'a pas entendu. Non, mais on peut laisser la place aux autres. Non, dans la salle, on disait qu'il y avait des endroits où ça commençait où le châtaignier se remettait pas forcément. Mais c'est la slide qu'on a réaffichée. Bonjour, François Jourdain pour le PTV Gardon. Alors j'espère que je suis pas un robot. Est-ce que vous nous entendez bien? On vous entend très bien. Bon, voilà. Du coup, oui, je me posais la question. Moi, vous avez à un moment donné présenté, quand je pense que vous avez parlé du pronostic de risque, vous avez intégré notamment la texture du sol. Et je me demandais juste, et je ne sais pas si ça peut avoir un grand intérêt, mais est-ce que vous avez essayé de croiser le résultat en fait de votre carte de risque avec la carte de la rhume qu'a présenté le groupe auparavant, en fait, et voir si vous trouviez en fait des corrélations entre les rhumes importantes ou faibles et par rapport aux zones de risque faibles ou avérées, quoi. Nous, on n'a pas pensé à faire ça parce que c'est des données nous, on est parti d'une publication c'était pas du tout les mêmes données qu'on a comparé, la rhume et il y a probablement un lien du fait c'est toujours lié à des fonctions de pédotransfert par rapport à la texture et autres, mais nous, on n'a pas vraiment pensé à faire le lien direct. Oui. Ah, et juste, c'était pour rebondir sur la question d'avant.
Baptiste, vous avez été interrompu quand c'est commencé à partir en robot. C'est juste pour dire que même si on a des peuplements qui peuvent rester, qui sont dépérisants mais qui restent présents, une grosse raison pour laquelle les peuplements arrivent à protéger de l'érosion, c'est du fait que le houppier et la densité de feuilles va protéger de la pluie qui au lieu de tomber directement sur le sol, va pouvoir d'abord être intercepté par le feuillage. Et donc, si on a des peuplements dépérissants, on va quand même avoir une fonction de protection qui va être plus faible. Et c'est vrai que le fait d'avoir de la végétation, ça va toujours protéger, même si c'est pas forestier. Mais quand même, quand on regarde des coefficients de protection, on voit que la forêt ici, elle a un coefficient de protection beaucoup plus. Enfin, le 0,001, ça montre que l'érosion est beaucoup plus faible en forêt que pour une pelouse, une lande. Donc voilà, c'est pour dire que, bien sûr, si on a un peuplement dépérissant, on ne passera pas tout d'un coup à une érosion drastique, mais la fonction de protection sera quand même largement diminuée. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Je vois qu'il y a une main levée du côté. Vincent, vous avez levé la main. Ouais, je suis désolé, on entend du robot quelque part. J'espère que ça vient pas de moi. Non, c'est Baptiste, faudra que tu coupes ton micro. Oui, je viens de couper son micro. Je sais pas si... Merci. Et merci Elise. Ouais, je rebondis juste sur ce qu'il vient de dire à l'instant. Enfin, des retours que je peux avoir des correspondants observateurs de nos placettes de suivi et de ce que j'ai pu voir, des forêts qui disparaissent, qui laissent place à des landes ou à des herbacées. Je pense qu'on est quand même dans ce territoire très loin de ça, où on a quand même des châtaigniers qui donc en dépérissant effectivement perdu au pied, donc moins d'interception d'eau, mais qui du coup permettent une végétation en dessous, et principalement ce que j'ai vu c'est du châtaignier qui est remplacé par du chêne vert ou du chêne pubescent. On a quand même des espèces ligneuses qui à mon avis ont des rôles sylvicolement complètement différents, mais en termes de RTM assez proches. Voilà, les seuls cas que j'ai pu voir de forêts qui disparaissent complètement pour laisser place à de l'arbousier ou à du buisson, on est dans des situations vraiment très très méditerranéennes, différentes du contexte dont on parle aujourd'hui. Oui, donc apparemment Baptiste demandait dans le chat s'il y avait une différence de, tu disais Brieux, d'efficacité de lutte contre l'érosion selon les essences. Dans ce qu'on a vu dans la bibliographie, on s'est basé principalement sur le guide de sylviculture de montagne des Alpes du Sud. A priori, il peut y avoir des différences entre essences, mais c'est vraiment très faible à côté du facteur binaire forêt ou pas, quoi. Enfin, l'important, c'est d'avoir de la forêt. Après, entre les essences, de l'impression qu'on a eue, c'est que c'est pas. Enfin, il peut y avoir des différences, mais de vraies différences avérées. Dans la littérature qu'on a vue, il y aurait une différence entre conifères et feuillus, puisque les conifères gardent leurs épines en hiver, et donc cette forme de protection par rapport à la pluie, à la goutte qui tombe, serait toujours présente l'hiver pour les conifères, qui n'est plus présente pour les feuillus, puisqu'ils perdent leurs feuilles. Et je crois qu'il y a Philippe qui levait la main pour prendre la parole. Oui, merci. Merci déjà au groupe parce que au moins, ça a illustré aussi le côté multifonctionnel de la forêt. Je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Janine, c'est que la forêt a un rôle très important dans le cycle de l'eau. Et ça, il faut pas l'oublier. Et il faut faire aussi attention quand même sur ces massifs, ces zones qui sont sensibles, c'est que c'est l'action plutôt du forestier qui pourrait faire peur. C'est-à-dire que un dépérissement massif d'un bassin versant sur la 16 ou des choses comme ça, où il y aurait des grosses coupes rases d'un coup parce que le forestier aurait décidé de récolter les bois, même si la dynamique naturelle pourrait reprendre assez rapidement. 2-3 grosses pluies cévenoles pendant la période où le sol est à nu pourraient avoir des conséquences catastrophiques sur le territoire, quoi. Donc c'est ça qu'il faut pas oublier, quoi. Ça veut dire que il peut y avoir des moments quand même où le milieu peut être extrêmement sensible, quoi. Donc il faut faire attention quand même à ce que le forestier n'accélère pas la mise à nu du sol, parce que même si la nature va faire son œuvre, ça peut prendre
2 ou 3 ans pour vraiment que les systèmes racinaires se réinstallent, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais juste rajouter sur les travaux des étudiants. Donc vous avez bien vu que c'est une cartographie des zones érosives potentielles et qu'il est important d'aller après sur le terrain pour voir vraiment ce qui s'y passe, quoi. Merci Philippe pour cette petite conclusion. Si d'autres personnes... Ah, il y a une autre... Baptiste est en train d'écrire. Peut-être que c'est une question. Si d'autres personnes ont des questions à poser en attendant. Non, c'était juste pour dire merci, si vous m'entendez. Ah oui, c'est parfait. Voilà, bonne présentation, en plus, là, un super dynamisme aussi qui nous a mis un coup de réveil au moment de la fin d'après-midi. C'est bien. Début de la présentation. Merci. Merci beaucoup. On en a fini avec notre partie, donc on va laisser, je vais laisser Céleste vous présenter la conclusion de cette présentation.